Europe 1, mai 68. Le désordre est là. L'aventure est devant nous. La révolte sur les ondes. La réforme, oui. La chienlit, non. Il n'y a absolument pas lieu de céder à la panique. Le pouvoir essaie de reprendre la main, mais c'est l'embrasement. La paralysie gagne le pays. Affrontement, échauffourée entre manifestants et forces de l'ordre. Le soir du 10 mai, le quartier latin est le théâtre de violences qui vont faire 367 blessés. Il y a 500 interpellations. C'est la nuit des barricades. Le gouvernement tente de calmer le jeu par la voix du Premier ministre. À peine rentré en France, Georges Pompidou, qui a suivi les événements tout au long de son voyage officiel en Iran et en Afghanistan, prend la parole. Nous sommes dans la nuit du dimanche 12 mai. Il annonce la réouverture de la Sorbonne et lance un appel à un apaisement total. Réponse du syndicat national de l'enseignement supérieur par la voix de son secrétaire général, Alain Gesmar. Nos organisations soulignent avec force devant l'opinion qu'une telle déclaration aurait pu être faite depuis plusieurs jours. Tout ce qui s'est passé ouvre la possibilité d'entamer à l'université et dans les lycées la critique de l'université et par elle et à travers elle de la société. Entendez-vous, Jacques Paoli ? Oui, je vous entends, Pierre Laville. Je crois qu'il est bon de revenir sur ces différents points, d'en faire une rapide analyse afin que ceux qui nous écoutent soient parfaitement au courant. Ces associations d'étudiants considèrent que la prise en considération de leurs revendications constitue pour eux un important succès. Dès demain matin, nous reprendrons l'analyse de ces différentes prises de position. Je vous signale que nous en avons reçu une en dernière minute. La CGT considère que cette déclaration n'est pas de nature à modifier la décision de grève et de manifestation prise pour la journée de lundi. Le lundi 13 mai, jour de la première grève générale. À l'époque, Édouard Balladur est membre du cabinet du Premier ministre. En 1998, 30 ans après, il se souvenait sur Europe 1 de la stratégie de Georges Pompidou. Alors, ce qui a été très frappant dans cette affaire, c'est qu'il a débarqué d'avion avec une idée très claire de ce qu'il voulait faire. Son discours était quasiment fait, il avait arrêté sa position de loin. C'est-à-dire qu'il considérait que le moment était venu de faire une concession décisive pour voir s'il y avait une chance ou pas d'arrêter le mouvement. Et ça ne s'est pas passé comme ça. C'est-à-dire que le mouvement ne s'est pas arrêté, qu'il s'est amplifié, qu'il s'est politisé et qu'il s'est syndicalisé. Prenons nos désirs pour des réalités. C'est l'un des slogans de mai 68. C'est aussi la volonté des leaders du mouvement qui veut s'ouvrir à toute la société française. La Sorbonne est le lieu de tous les débats. Nous voulons que ce centre de discussion soit un lieu de critique et en même temps un lieu d'élaboration, tout devant se passer bien sûr dans le calme. Il ne s'agit pas d'en faire un bastion, il s'agit d'en faire un centre de discussion ouvert et parfaitement pacifique. Il est question d'appeler à la Sorbonne tout le monde qui veut bien venir voir ce qui s'y passe, tout le monde qui veut bien participer à nos travaux. En premier lieu d'ailleurs, nous serions très heureux de pouvoir recevoir largement la population du quartier. Vous êtes le pianiste de Bobby Lapointe. C'est ça, ouais. Quel effet ça vous fait de jouer du piano comme ça, du jazz sur un grand piano à queue, dans une cour aussi solennelle, celle d'une vieille université comme la Sorbonne? Je trouve ça assez hétéroclite, c'est pour ça que ça m'amuse un peu d'ailleurs. Jean-Paul Sartre est face aux étudiants. Le journaliste d'Europe numéro 1, Gilles Schneider, enregistre l'intervention du philosophe qui soutient le mouvement. Il a fallu que la bourgeoisie se casse en deux. C'est-à-dire que vous vous désolidarisiez tous de vos pères pour aller du côté des classes qu'ils ont contribué à exploiter. Il est évident que ce qui se passe en ce moment, ce n'est pas simplement une union des opprimés, mais c'est que les fils de la bourgeoisie et de la petite bourgeoisie s'unissent aux ouvriers pour un programme révolutionnaire. Vous êtes étudiant ? Non, je suis ouvrier. Alors nous sommes actuellement dans un amphithéâtre de la Sorbonne. Il y a des étudiants qui sont en train de discuter, on doit les entendre, en bruit de fond. Vous êtes intervenu ? Non, j'ai pas l'intelligence comme eux de parler. Qu'est-ce que vous faites comme métier ? Je suis à la Régie Renault. Qu'est-ce qu'ils ont dit en gros au cours de ces discussions ? Ils ont dit qu'ils devaient chercher le professeur, mais alors des bons professeurs, vous voyez. Comme nous, on devrait avoir des bons contremaîtres à l'atelier. Alors au fond, pour vous les contremaîtres, pour eux les professeurs, c'est un petit peu le même problème. C'est le même problème. Le 18 mai, le général de Gaulle décide d'abréger son voyage officiel en Roumanie et rentre à Paris. Le lendemain, furieux de la situation, il réunit le Premier ministre, Georges Pompidou, et plusieurs membres du gouvernement. À l'issue de la réunion de crise, le ministre de l'Information, Georges Gors, répond aux questions des journalistes. Il cite le général avec une formule qui va faire date.
Ce que je peux vous dire, c'est que le général de Gaulle a conclu cette réunion par le mot suivant: la réforme, oui, la chienlit, non. Les grèves avec occupation d'usines se multiplient, à Renault-Billancourt, à la SNCF, dans les centres de tri postaux. Sur Europe numéro 1, les leaders syndicaux sont les invités d'André Arnaud. Georges Segui, secrétaire général de la CGT, monsieur Eugène Descamps, secrétaire général de la CFDT. Ils sont là pour répondre à vos questions, aux questions de ceux qui font Alma 9000 pour leur parler. Après le déclenchement de la révolte étudiante, vous avez pris le train en marche. Pourquoi, Eugène Descamps? On ne peut pas dire que nous avons pris le train en marche, parce que depuis 2 ans, il y a eu une action syndicale intensive. Ce qu'il faut dire, c'est que le mouvement étudiant, et particulièrement la répression, a servi de détonateur. Et un certain nombre de militants syndicalistes qui avaient fait des grèves, disons, de type classique, ont considéré qu'il était indispensable de prendre des moyens plus durs. Et ces moyens plus durs, ce fut l'occupation d'usines. Sur l'antenne, la parole va être donnée à un auditeur pas comme les autres qui va interpeller les 2 leaders syndicaux. Allô? À qui voulez-vous parler? Question à M. Segui. Oui? Ici, M. Duvochel, directeur de l'usine Sud-Aviation de Nantes. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur le secrétaire général. Je voudrais savoir ce que vous pensez du fait que je sois détenu depuis plus de 4 jours, retenu, dirons-nous, avec une vingtaine de cadres. Avez-vous demandé à sortir de l'usine? Oui. Est-ce que ça vous a été refusé? Oui. Nous sommes en train de prendre des mesures pour que de telles choses ne se renouvellent pas. Je vois que vous disposez quand même de la ligne téléphonique de votre entreprise. C'est exact, je le dis. Oh, c'est déjà une grande liberté. Monsieur Descamps, voulez-vous ajouter quelque chose? Je pense que la position de la CGT et la position de la CFDT sont identiques sur ce plan. Je rappellerai quand même aux chefs d'entreprise qui se plaignent actuellement de quelques petites misères, parce que ce sont quand même en définitive des petites misères, que lorsqu'ils licencient les délégués syndicaux, on ne fait pas tant d'histoires. Voyez? Alors, il y a problème, nous essayons de les régler avec beaucoup d'humanité, mais de grâce, si nous sortions le dossier de toutes les exactions du monde patronal à l'égard du monde des travailleurs, nous en aurions des tonnes. De toute façon, ce que prouvent ces premiers jours, n'est-ce pas, c'est que la tentative d'endiguer le mouvement, de le circonscrire dans la sphère étudiante et universitaire, n'a pas marché parce qu'il était déjà trop tard. Et que l'embrasement a gagné la sphère sociale et syndicale et la sphère politique, si bien qu'à partir du 13 mai, ça a été la paralysie progressive de la France. Madame, vous vendez des tomates, des artichauts Des artichauts, monsieur, pas de tomates, parce qu'en ce moment on n'en trouve pas. Elle est trop chère. Il n'y a pas d'arrivage. Les ports sont bloqués. Jusqu'à présent, ça a été bien les arrivages, mais demain, on ne sait pas ce que ça peut faire. Ce matin, les gens attendaient devant la porte de la banque avant l'ouverture et une fois que les portes ont été ouvertes, tous ces gens sont rentrés et d'autres sont arrivés, si bien qu'il y avait encore des files d'attente à l'extérieur. Nous commençons à être à sec, enfin ça va être réapprovisionné, il n'y a absolument pas lieu de céder à la panique. Alors il n'y a pas de problème pour l'essence? Il y a un problème, si, il y a le problème de ravitaillement de nos stations-service. Ce sont des chauffeurs qui appartiennent aux sociétés de pétrole. Alors évidemment, si ces chauffeurs-là se mettent en grève, là, évidemment, nous n'aurons plus de carburant. Ainsi, depuis hier soir, les pompistes de Nantes ont tous mis leurs clés sous la porte, plus une goutte d'essence. Leurs alter-ego et confrères rennais, de leur côté, commencent depuis ce matin à rationner. Le désordre est là. L'aventure est devant nous. Il s'agit de savoir si l'on veut arrêter l'un, comme je l'ai proposé. Il s'agit de savoir si l'on veut éviter l'autre, comme nous y sommes décidés. À vous, mesdames et messieurs, chacun en vous-même et dans votre conscience, d'en décider ce soir. Le Premier ministre, Georges Pompidou, intervient plusieurs fois à l'Assemblée nationale, en particulier le 22 mai lors du vote de la motion de censure déposée par l'opposition parlementaire. Motion rejetée, le gouvernement n'est pas renversé. Le 21 mai, le nombre de grévistes était de 4 millions. Le lendemain, il va doubler. Il sera de 8 millions.